Il se nomme Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfat. C'est un noble issu d'une prestigieuse famille de province dont on fait remonter les origines glorieuses jusqu'aux croisades. À 22 ans, voilà déjà 4 ans qu'il a quitté le sud-ouest pour Paris et rejoint les ateliers de Princeteau, Bonnat, puis Cormont. Ici, comme partout, on a raccourci son nom pour ne garder que 2 syllabes. Lautrec. C'est ainsi qu'il se fait appeler, ainsi seulement qu'on le connaît, et beaucoup ignorent ses origines nobles, que son physique ne fait rien pour rappeler. À sa mère, qui prend par lettre des nouvelles de sa peinture, il répond « Je ne suis pas du tout en train de régénérer l'art français, je me débat contre un malheureux papier qui ne m'a rien fait, sur lequel, croyez-moi, je ne fais rien de bon. » En cette année 1886, l'estime qu'il porte à lui-même et à son travail est encore fragile. Pour se rassurer, il bûche dur et écluse plus encore. Quelques lignes avant, à sa mère toujours et en grosses majuscules, il a écrit « Je vais travailler ferme et tâcher de ne pas boire. » Ce ne sont que les prémices, mais Paris, et par Paris il faut comprendre Montmartre, a déjà commencé son lent travail de décoction. À vrai dire, le jeune Lautrec est encore ébouriffé par la vie qu'il mène en homme libre sur les hauteurs de la capitale. C'est que tout cela semble bien éloigné des mœurs de la noblesse albigeoise dont il est issu et à laquelle rien ne devait lui faire renoncer. Il y repense parfois à cette première vie de nanti aux ombres corsetées, la silhouette immense de la cathédrale d'Albi, les contreforts du palais épiscopal, les vastes domaines du Bosc ou de Céleran. Dans de grandes pièces éclairées à la chandelle et chauffées au feu de cheminée d'hiver, au milieu de jardins fleuris au gazon touffu l'été, entouré de cousins, de tantes, et surtout de l'affection prude et inquiète de sa mère, que l'ombre ursine de son père ternissait peu, l'enfance du petit Henri-Marie Raymond se déroule à peu près comme dans un conte. Cette mère pieuse, diaphane, sans doute mélancolique, mais qui ne laisse rien percevoir qu'un inaltérable maintien, dédié à l'amour des siens et du nom, s'occupe avec dévotion de son fils unique, petit bijou, tandis que le père, ancien officier des lanciers de la garde impériale, grand homme poilu et fantasque, ne s'intéresse qu'à la chasse à courre, à la fauconnerie, aux chevaux, et à tout ce qui peut divertir un aristocrate de son rang, rongé d'oisiveté et d'atavisme. Il ne se soucie guère de son fils, pas plus que de sa femme, sa cousine germaine, et passe de longues semaines loin des siens à courir dans toute la France, gibiers et jupons. Se dessine là un classique tableau de l'aristocratie provinciale que rien ne devrait ternir, mais voilà, ces comtes et comtesses qui ont pris l'habitude de se marier entre eux depuis des générations semblent produire une progéniture toujours plus gâtée. Lautrec en est l'exemple, tout difforme et péclotant. Peu importe le nom de la maladie qu'il ronge, la consanguinité en est l'origine, et c'est elle qui cause, à moins d'1 an d'intervalle, une fracture du fémur gauche, puis droit. En d'autres termes, à tout juste 14 ans, le petit Henri se brise les 2 jambes et sa croissance s'arrête net. 1,52 m à l'âge adulte. En cure à Nice, sur son lit blanc, dans l'ambiance ouatée d'une pension bourgeoise et en compagnie d'une cousine sur laquelle, vainement, il fantasme, elle est si grande et belle et moi, je ne suis ni grand ni beau. Lautrec n'a pas encore été asservi. L'eau frémit à peine, le métal commence tout juste à chauffer. Par désœuvrement, il crayonne, gomme, dessine et surtout, il observe. Pour l'art auquel il se destine, c'est là le principal enjeu. Apprendre à voir. Voir comme un oracle, une Pythie ou un voyant. Oracle comme Osée, voyant comme Rimbaud. Mais tout cela, à vrai dire, Lautrec s'en moque. La seule chose qui le hante, ce sont les interminables jambes de Jeanne d'Armagnac,
qui vient tous les soirs rendre visite à ce petit cousin difforme et qui l'épie avec un bout de langue sorti de sa bouche et les yeux plissés. Regarder, scruter, n'en pas perdre une miette. Ce qu'il voit, Lautrec n'ose pourtant pas encore le mettre sur papier. En bon garçon de bonne famille, il peint des marines et des scènes de chasse, plus quelques personnages bien mis. C'est d'abord l'apprentissage d'un médium et d'une technique. Crayon, gouache, huile. Mais ce qu'il n'était qu'un passe-temps va très vite devenir une obsession. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis obligé de faire le sourd, de me cogner la tête contre le mur. Oui, tout cela pour un art qui me fuit et qu'il ne me sera peut-être jamais gré de tout le tracas que je me donne pour lui. C'est que quelque chose, une douleur, une bête, l'a assailli et que plus rien ne peut l'en détourner. Pour en parler, Lautrec dira: c'est mon serpent, en faisant siffler le S sur ses lèvres gonflées. Ce qu'il imagine sans doute, c'est la figure du reptile qui, patiemment, un anneau après l'autre, s'enroule autour de sa proie, lui brisant peu à peu les os, l'en serrant de sa masse contractée pour la faire étouffer. Sur l'enseigne, il est écrit en grosses lettres blanches « Au Mirliton, public aimant se faire engueuler ». Depuis l'extérieur, on entend le chahut et les flonflons, le bruit des verres qui s'entrechoquent, et la voix grondeuse du tenancier que tout le monde ici appelle par son seul nom de famille, Bruant. Alors les cutéreux, on parle de moi? La voix d'Aristide Bruant gronde par-dessus les notes et le brouhaha. Avec son grand chapeau mou, son veston de velours noir, son pantalon enfoncé dans des bottes hautes et sans éperon, il a l'allure étrange d'un fermier et des airs de prince en exil. Son visage est carré, sa peau tannée, ses yeux durs et brillants, ses sourcils hauts et son front large. Il se donne des airs de roc, d'ours mal embouché, mais ceux qui le connaissent savent que, sous ses dehors bourrus, se cache un homme débonnaire qui n'aime rien plus que d'orloter son chien et ses chèvres, en fumant une pipe dans le pré qui jouxte sa maisonnette, là-haut, sur les sommets de la butte. Dans son cabaret, pourtant, c'est un ogre, une furie. L'homme promène ses doigts sur les touches de l'accordéon, racle encore sa gorge, redresse son menton et entame un air sur Grenelle. L'instrument râle, Lautrec se fige. En les si connus, les lanciers, les dragons et les cuirassiers, ils montraient à se tenir en scène à Grenelle. Fantassins, officiers, colons, montaient à l'assaut de même amelot, ils prenaient pour un citadelle à Grenelle. Lautrec a encore passé du temps au Mirliton à boire, des bocs et des bocs, à un verger d'eau de vie, à raconter des blagues graveleuses ou potaches, et à offrir des tournées à une petite foule d'inféodés qui lorgnait sa bourse pleine. Il s'est fait comme toujours des amis d'une nuit. Il a étreint Bruant en quittant le cabaret. Puis,
accompagné d'hommes dont il ignorait jusqu'au nom, il s'est rendu à l'Élysée-Montmartre, rue de Steinkerk. Là-bas, on l'a vu rejoindre une table encore libre, commander du champagne pour sa troupe, puis sortir un carnet et un crayon qu'il emportait toujours avec lui. Et tandis que l'orchestre jouait polkas et quadrilles, que la foule s'agitait sous les lustres scintillants, le nabot à la mine gonflée par l'alcool s'est mis à griffonner dans son calepin. Très vite, ses compagnons, jugeant qu'ils n'avaient plus rien à en tirer, ont déserté la table. Et il n'est plus resté personne pour observer le peintre en train d'observer. Il aurait fallu pourtant voir ce que les yeux voyaient. Lautrec, comme un rat reniflant l'odeur d'un cadavre, sa tête agitée, les narines ouvertes, le cou tendu, cherchant dans la grande salle de bal une silhouette, une courbe, un regard. Guettant surtout les femmes, bien sûr, leurs bijoux, leurs manchons, leurs bottines ou leurs bas, le décolleté de leur bustier, la dentelle de leur robe, l'effluve même de leur parfum, que les mouvements des danses ramenaient jusqu'à lui et qu'il aspirait comme un nectar. La main qui tenait son crayon était crispée, recouverte de poils noirs et traçait de petits traits épais qui formaient, peu à peu, comme capturés, saisis, l'esquisse d'une danseuse, le contour d'un danseur, les lignes essentielles d'un corps. Il a dessiné ainsi jusqu'à ce que le jour se lève, puis, avalant une dernière coupe de champagne, a enfoncé son chapeau, enfilé sa veste et quitté le bal. Dans le fiacre qui le ramenait chez lui, il fredonnait l'air d'un quadrille à la mode, l'œil vague, la tête penchée, la poche intérieure de son veston pleine des croquis de la nuit. Lorsqu'il a rejoint son atelier rue Tourlac, le soleil était déjà haut, les rues pleines d'ouvriers, de chevaux et de marchands. Elle s'est présentée à l'atelier de Lautrec en fin de matinée, un jour de pluie. Sur sa tête, un fichu noir très serré, une robe noire boutonnée jusqu'au cou, un visage rond, de grosses lèvres, un nez droit, des sourcils drus et très noirs, qu'on aurait cru colorés du même pigment que ses vêtements. Après de brèves présentations, elle a tenu le verre de rhum imposé par Lautrec, sans jamais y toucher, les bras croisés, et n'a pas souri une seule fois. À toutes les questions du peintre, elle répondait « oui », de manière distante et machinale, les yeux dans le vague. Et lorsque le petit homme lui a demandé de se dévêtir, elle l'a fait avec froideur, presque dédain. Sans doute Lautrec aurait-il dû renvoyer cette jeune femme glaciale et qui ne semblait prendre aucun plaisir à poser. Mais voilà, ce corps nu, ses petits seins gonflés, la cambrure de son dos, la rondeur de son ventre, la fraîcheur de ses cuisses. Toute cette chair rose et pimentée qu'il aurait voulu lécher, prendre, dévorer aussitôt, et qui se refusait encore, les yeux sombres et orageux prêts à le foudroyer. De tout cela, il devint aussitôt fou amoureux. Celle que tout le monde appelle Maria se nomme en réalité Marie-Clémentine Valadon. C'est un des modèles les plus connus de Montmartre. Elle a posé pour Puvis de Chavannes, Renoir, Utrillo, Degas. Bientôt, sous le pseudonyme de Suzanne, elle aussi dessinera des portraits graves et tourmentés que même les plus intransigeants de ses pairs admireront. En attendant, la jeune femme a besoin d'argent et de parfaire sa technique au contact de ces artistes mâles qui la croquent et dont elle ingurgite patiemment la sève. Elle a appris que Lautrec cherchait des modèles, elle est venue. Son corps indocile a parlé pour elle. Le peintre a voulu la revoir, dès le lendemain.
et les jours suivants. Comment cette femme, belle et jeune, a-t-elle pu succomber aux avances de ce crapoussin lubrique? Par quelle bizarrerie, selon quelle déviance? Nul ne le sait. Mais après quelques séances dans l'atelier, il devint admis que Lautrec et Maria étaient devenus amants. Les nuits sont agitées. Au Mirliton, au Moulin de la Galette, à l'Élysée-Montmartre, les amants boivent, godaillent, brinque-balles. Ils s'acoquinent avec une faune louche et avide. Lautrec dépense des sommes considérables en vin et en champagne. Il amuse la galerie et, trop ivre ou trop ébloui, ne voit pas les regards lourds, les mains baladeuses, les étranges proximités de certains hommes avec Maria. Une nuit tout de même, alors que le bal bat son plein et que les écornifleurs grouillent autour du peintre comme des mouches sur du miel, le petit homme s'inquiète de ne plus retrouver sa muse qui a filé vers la piste de danse sans l'avertir. Il écarte les brailleurs qui l'entourent, se met debout sur sa chaise, scrute les couples enlacés et découvre soudain Maria, dans les bras d'un homme, jeune et athlétique. Ensemble ils dansent. Très proches, on voit leur corps qui se frotte, leurs mains qui s'enlacent, leur nez qui se frôle, et les yeux du jeune homme qui dévore la femme dans ses bras. Lautrec aperçoit sa main descendre lentement au-dessous du dos, puis se poser sur les fesses de sa partenaire, qui ne bronche pas, esquisse même un sourire et continue de danser. Ivre de furie, Lautrec saute de sa chaise, fend la foule jusqu'à la piste. Là il hurle, attrape Maria par la manche, la tire jusqu'à la table, la somme de s'asseoir et de ne plus bouger. Et tandis que, s'accrochant à son bras, rapprochant une chaise, bousculant les verres, il tente tant bien que mal de se faire obéir. Celle-ci ricane, puis se débat, pousse des hurlements et donne des coups de pied dans les jambes grêles du petit homme. Tout le bal peut alors admirer la scène étouffée, Lautrec grognant, gesticulant, et Maria, les yeux exorbités, le visage rougi, passer des cris au ricanement, se moquant de son amant comme si c'était moins qu'un homme, un rat, une chure de mouche, t'as moins d'allure qu'une crotte, lui lance-t-elle en riant l'œil fou, avant de disparaître à nouveau dans la foule des danseurs. C'est le bal du dimanche après-midi, celui qui mélange famille et souteneur, peintre et ouvrier, chipie et prostituée. On pénètre au Moulin de la Galette par une large porte peinte en vert et rose surmontée d'une bulle blanche dans laquelle on peut lire « Bal de Bray ». Lautrec, lui, ne danse jamais. Sur l'estrade, entouré de proches ou de pique-assiettes, on le voit, petite silhouette biscornue,
une bouteille de champagne à la main, faire le pitre, rire, octer, capter l'attention, s'enivrer de sa propre bouffonnerie. L'alcool dégouline, ses yeux grésillent. Ivre, toujours ivre. Il s'étourdit de lui-même, gueule, arrose, et ceux qu'il côtoie balancent entre dégoût et admiration. Ses bons mots font mouche, ses saillies fascinent, ses largesses conquièrent. Mais qu'il est difficile de fixer cette horrible tête et ce demi-corps cagneux. Cet histrion difforme, on voudrait l'entendre, mais pas le voir. Et pourtant, sans la vision, tout cela, ça ne serait rien. Après le désastre qu'a causé Maria, au milieu de cette terre dévastée qu'elle a laissée, le peintre, enfin, a retrouvé la vue. Ce qu'il a perdu sans doute, dans ce chagrin d'amour à la mesure de son jeune âge, ce sont les rêves naïfs et les fleurs bleues. Ce qu'il a conquis, par contre, une acuité nouvelle à l'égard du monde et de ses congénères, celle que la douleur révèle et qui épaissit, étoffe, engrosse la vie. Ici, au Moulin de la Galette, déjà légendaire et Corps Noir, 15 ans plus tôt, a saisi, Lautrec regarde, et de son œil neuf et dévidé, il voit. Voit les danseurs et les danseuses, les talons, les hautes formes, les complets, les roulis des corps, le dandinement des hanches. L'enlacement des couples aussi, les discussions et les gestes vifs, l'agglutinement des êtres. Tout cela devrait respirer l'allégresse, et pourtant, à y regarder de plus près, cette foule ressemble à s'y méprendre à une assemblée d'automates. Les yeux sont vides, les visages passés, les vêtements eux-mêmes taillés comme des uniformes de prisonniers. Et ce petit monde comme contraint de déambuler sur le parquet de la grande salle, condamné par le sort à errer au bal comme une armée de spectres. Voit aussi quelques personnages qui se détachent, assis, attablés, spectateurs de la fête et sans doute, à en juger par leur mine, de leur propre vie. Un homme sec et usé, coiffé d'un chapeau melon et affublé d'une moustache fournie. Une rousse bien sûr, dont on ne devine que la chevelure écarlate. Deux femmes, une laine, allongée la peau de son menton qui pond comme le fanon d'une dinde. L'autre, jeune, belle, de profil, celle peut-être que le peintre admire et, comment s'en empêcher, désire le plus. Il inspecte, griffonne, dans son carnet croque les scènes, amasse figures et postures et, une fois le bal achevé, quand les dernières silhouettes ont quitté la fête, que les poules et les musiciens ont plié bagages, Lautrec rentre à son atelier, sans s'accorder de repos, prépare une toile et son sujet qui le possède comme un mauvais sort, peint. Dans ce qui deviendra le tableau au Moulin de la Galette, le petit homme a tout mis. Ce qu'il voyait, ce qu'il avait rempli, mais surtout, ce qui depuis trop longtemps le dévorait. Ruines, défaites, désillusions. Et alors qu'on attendait d'une scène de bal gaieté, douceur, sucrerie, ce ne sont là que mines fermées, corps mécaniques, et sur les visages, pas un seul sourire. Qu'il semble loin et dépassé, déjà, le tableau éponyme de Renoir, pourtant jugé révolutionnaire en son temps. Que tout cela paraît sage et bien rangé, ces chapeaux de paille, les citronnades, le gravier qui crisse sous les pas prudents des danseurs. Qu'a-t-il bien pu se passer entre 1876 et 1889 pour qu'un jeune homme de 25 ans à peine puisse ainsi faire passer le joyeux de l'impressionnisme pour une vieille croûte à papa? Quelle rage l'a pris, quelle muse l'a donc piqué? C'est le serpent, dira Lautrec pour toute réponse.
Entre chaque colonnade du Moulin Rouge, des guirlandes illuminées qui scintillent, sur chaque pilier des lampes en forme de pipes alimentées au gaz, sur le parquet verni, les bottines et les talons claquent, l'odeur âpre du tabac couvre le parfum sucré des dames, les chapeaux chancellent, les jupes s'envolent, les corps suent. Les couples tournoient entre les serveurs et les oisifs, des groupes d'hommes palabres, de jeunes femmes aguiches, des vieux mâles aux moustaches enroulées. L'orchestre achève une valse, les mains des danseurs restent un moment enlacées, le pied suspendu, le regard lointain. Sur la gauche de l'estrade, il y a Lautrec entouré de ses sbires. Son cahier toujours posé sous le coude, une coupe dans la main, son rire qui résonne et sa face boursouflée que tout le monde déjà connaît. Et puis, roulement de tambour, une rumeur monte dans toute la salle, c'est le moment du quadrille. L'air d'Offenbach retentit, les trombones et les cornets à pistons éructent. Des loges déboulent en file indienne les danseuses et leurs cavaliers, la macarona, gris d'égout, nini patte en l'air et enfin, la Goulue et son partenaire, Valentin Désossé. Ah, la voilà, mon ogresse, ma Valkyrie, une coupe vite, hurla alors Lautrec. Viens t'asseoir, ma beauté, tu dois avoir faim. Ziegler, une autre bouteille, et des frites. La Goulue s'assied juste à côté du peintre, avale sa coupe, en réclame une autre, met les pieds sur la table, ses seins à moitié sortis du corsage. Autour, les clients reluquent. Alors, ça t'a plu, mon avorton d'amour, dit-elle d'une voix grasse et éraillée. T'étais sublime, une garce sublime. Tiens, regarde. Le petit homme tend alors son carnet de croquis à la danseuse qui jette un œil, fronce les sourcils puis sourit. Ça, y a pas à dire, tu sais les saisir, tes bonnes femmes. Elle rit tout en plongeant sa main dans l'assiette de frites que le serveur vient de déposer à côté d'eux. Pendant qu'elle mâche, le peintre débouchonne une nouvelle bouteille de champagne qui mousse et éclabousse ses voisins. Allez, on s'abreuve. Autour, les bras se tendent, les verres s'approchent. Le petit homme serre à la louche les proches et les inconnus. Sur l'estrade, l'orchestre a entamé un nouveau quadrille. La foule s'écarte, laisse passer les danseuses. Les talons frappent le sol et les mains l'air. La Goulue s'est levée, le visage écarlate, les seins nus. Elle s'approche de Lautrec, pose sa main sur son crâne et lui lance. Vas-y, dessine-moi. Comme un maître semant son chien. Le petit homme plisse les yeux, lèche ses babines, une bosse se forme sous son pantalon. Il attrape son cahier, son crayon, trouve une page vierge et regarde. On peut, à 27 ans, écrire à sa mère comme si on en avait 12. On évoque alors sa digestion, le carnaval d'Albi, une dent douloureuse, le temps qu'il fait, les vendanges tardives, des hémorroïdes soignées grâce à l'onguent populéo, la saison des foies et, parfois, la peinture. Lautrec correspond avec sa génitrice depuis l'époque des cures et des longues périodes d'ennui et d'éloignement auxquelles sa maladie la contraint. Il n'y a, dans ses lettres, aucun épanchement. Jamais un tapier de Céleran ne se le permettrait. Pas plus que de préoccupations intimes. Ce sont de courtes missives, destinées seulement à montrer, sous un vernis de bienséance et de platitude, qu'on tient à l'autre et qu'on restera toujours l'un petit bijou, l'autre petite maman. Cette fois, en ce mois de décembre 1891, il est question d'affiches. Mon affiche est collé aujourd'hui sur les murs de Paris, et je vais en faire une autre. Ce qu'annonce ici Lautrec, à sa mère avec une retenue tout aristocratique, n'est rien d'autre que l'avènement de sa gloire. Son dessin, qui fait la publicité du bal du Moulin Rouge, figure Valentin Désossé au premier plan, la Goulue au second, et quelques silhouettes dans le fond parmi lesquelles un petit personnage et son immense voisin, Lautrec lui-même, qui s'est amusé à se dessiner à côté de son grand cousin. Après quelques jours à peine, les retours dithyrambiques affluent. On admire sa technique, on vante son originalité, et surtout, on loue la puissance évocatrice du dessin. C'est tout de même une affiche publicitaire, dont le premier objet est d'attirer l'œil. Les passants de Paris la regardent, s'en amusent,
reconnaissent les emblèmes du cabaret, cette goulue au jupon légendaire, ce Valentin au profil de croque-mort. Et l'établissement connaît un regain immédiat. Zidler se frotte les mains, Lautrec voit les commandes s'entasser. On lui demande des affiches pour d'autres cabarets, des estampes pour les journaux, des dessins pour des prospectus. Il reçoit beaucoup, accepte autant et boit plus encore. Chaque rendez-vous de travail est l'occasion d'un gueuleton et d'une cuite retentissante. Mais à vrai dire, tout cela, les chansonniers, les danseuses, les saltimbanques, la nuit des bals, des guinguettes, Lautrec commence à en avoir soupé. Il a fréquenté tout ce que Montmartre pouvait compter comme lieu de divertissement. Il a connu les cocottes et les bellâtres, les clowns et les battleurs, les souteneurs et les cabaretiers. Il est tombé amoureux de ses modèles, de ses muses. Il a tout donné à ce monde d'excès et d'étourdissement. Pour en arriver où, finalement? À ce foie gonflé, cette peau couleur citron, ces yeux vitreux, cette fatigue qu'aucun sommeil n'apaise, ce dégoût que seul l'alcool soulage et qui pourtant en est la cause. Il est là du bruit, des chahuts, des sourires obséquieux. Ce qu'il croyait voir dans cette interminable fête, il ne le trouve plus désormais. Les visages et les rires, les danses et les chansons, tout cela lui semble composé, surfait, vain. Pour sa peinture, qui n'est ni verticale ni mystique, une vision obsessionnelle et désespérée seulement, il a besoin de chair fraîche, de tripes, de douleur bien sûr, mais une douleur qui creuse le visage et qu'on ne dissimule pas derrière une couche de fard ou un sourire de parade. À Gauzy, à son cousin Gabriel qui ne le voit plus nulle part et qui lui demande où il peut bien passer ses journées et ses nuits, Lautrec répond: j'ai planté ma tente au bordel. Le petit homme, qui fréquente les maisons closes depuis son arrivée à Paris, a désormais choisi de vivre au plus près de celles qu'il considère comme les seuls modèles encore authentiques, les prostituées. We reached the feast as the snake upwelled. And call the girls, and they never respond. I'll have a ball. I'm ashamed myself now. I'll have 3 more until it makes no sound. Until it makes no sound.
pour les maisons closes va durer près de 3 ans. 3 années pendant lesquelles il viendra jour après jour, non pas, comme on le dira, s'immerger, mais bel et bien vivre, partager l'existence de ces femmes, parce que c'est là, et là seulement, qu'il parvient désormais à voir. Ce que le petit homme cherche, ce sont les gestes anodins. Une main qui noue un chignon, une jambe qui se lève, un lit défait dans lequel un corps somnole, de l'eau qu'on puise, une fente que l'on nettoie, un visage qui tombe de fatigue. Tout cela, Lautrec le croque, au crayon d'abord, puis sur des bouts de carton dont le brin sert de fond et qui ne sont jamais entièrement achevés. Vous voulez du fini ? Allez admirer la peinture du bâtiment. Ça, c'est du fignolé, du tout blanc, du tout propre. Ce que je fais moi, c'est du jus de vie, pas de la maçonnerie. Des bordels, il tirera parmi ses tableaux les plus importants, au salon de la rue des Moulins, réalisé une fois en peinture, l'autre fois en pastel, et un album de planches lithographiques, elles, que les marchands s'arracheront. Mais la fréquentation de tels lieux n'est pas sans risque. C'est dans l'un de ses premiers lupanars parisiens, ceux que le peintre a connus durant sa jeunesse, qu'il a attrapé cette maladie que l'on nomme encore vérole, pour laquelle il n'existe aucun remède, si ce n'est le mercure, parfaitement inefficace, et que l'on prescrit alors sans en connaître les effets nocifs. C'est une affection courante et dangereuse, qui peut rester latente pendant des années, mais chez Lautrec, hélas, la 3e phase, mortelle, a débuté. Sa consommation quotidienne d'alcool, 2 à 3 bouteilles de vin au moins, ajoutées à la maladie, sont en train de réduire ce petit corps en bouillie. Ses jambes se décharnent, sa peau se nécrose, son foie gonfle. Certains de ses membres se paralysent et sa raison, confuse, chancelante, s'affaiblit. Il devrait boire moins, se coucher tôt, manger peu, rincer son sexe après l'amour, dormir beaucoup, se lever de bonne heure. Mais tout cela, ce sont des conseils pour les ombres, les bobonnes, les mamies. À ceux qui se soucient de sa santé, sa mère en premier, et il répond « C'est le serpent, ça, et la vie, ah la vie !» avant de laisser promener son regard dans le vague, comme à la recherche d'une chose intelligente à ajouter. Car comment expliquer une possession à ceux que rien ne hante ? À un vague cousin qui lui demandait des conseils sur la vie artistique, Lautrec a répondu « Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais terminez d'abord vos études avant d'aborder le sale métier de peintre qui coûte plus qu'il ne rapporte. J'en sais quelque chose. » Nous sommes en 1899 et il reste au petit homme moins de 2 ans à vivre. L'alcool et la syphilis qui lui rongent le cerveau depuis des années l'ont rendu méconnaissable aux yeux de ses proches et de sa propre mère. Las, défaite, refusant d'assister au spectacle sordide de sa déchéance, celle-ci abandonne son fils et rentre à Malromé. Avant de partir, elle a tout de même pris soin de le confier à une femme de chambre dévouée, Berthe Sarrazin, qui a pour mission de surveiller le petit homme et d'envoyer un rapport quotidien sur l'évolution de son état physique et mental. La femme s'exécute et livre un récit minutieux de ce début d'année 1899, tout entier consacré à la déréliction, et qui sonne en même temps le glas de la vie créatrice de Lautrec. À Madame la Comtesse de Toulouse-Lautrec, Paris,
10 janvier 1899. Madame la comtesse, je voudrais pouvoir donner à madame de meilleures nouvelles, mais malheureusement, c'est la même chose. Monsieur est cependant plus calme. Par instant, il raisonne très bien, mais il ne faut pas le contrarier. Ainsi, hier au déjeuner, il a voulu mettre du rhum dans la coupe aux confitures d'orange. Je voulais l'empêcher. Il m'a bien mis à ma place. Il a dit qu'il était le maître. On est obligé de toujours l'approuver, dire oui tout le temps. Autrement, il n'est pas méchant. Il ne parle que de donner, faire des cadeaux à tout le monde. Monsieur continue à gâcher son linge. Il tire tout de l'armoire, jette tout par terre. Ce matin, je lui ai porté 8 mouchoirs de poche. À 10 heures, quand j'y suis retourné, il n'en avait plus un seul. Il met de la vaseline sur ses tableaux et essuie avec ses mouchoirs. Je ne porte que des œufs que monsieur mange cru, mélangés avec du rhum. Ça ne peut pas lui faire de mal. À Madame la Comtesse de Toulouse-Lautrec, Paris, 3 février 1899. Madame la Comtesse, comme je l'ai dit hier à Madame, monsieur est resté dans la cuisine tout l'après-midi à cuire le jambon qui était dans le torchon. Il a mis une bouteille de vin blanc, une rouge, du vinaigre, du rhum, tellement de poivre, de sel et le reste qu'il n'était pas mangeable. J'ai dit à madame que monsieur était méchant. Il est rentré comme un furieux. Je ne l'avais jamais vu aussi violent. Il voulait battre le petit concierge. Il le tenait par le bras et le secouait tant qu'il pouvait, en l'appelant de toutes sortes de vilains noms. Il lui reprochait de mal garder la maison. À moi, il m'a dit toutes sortes de sottises, qu'il me ferait mettre en prison avec sa famille. J'ai eu si peur que j'en suis toute malade aujourd'hui. Il dit qu'il va faire saisir, vendre le mobilier. Il y a des dettes. Il le fait exprès. Enfin, il en a tellement dit que je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Quand il a vu que je pleurais, ça lui a fait de la peine. Il m'a demandé pardon, disant que c'était à sa famille qu'il en avait. Mais comme personne de sa famille n'était là, que c'était moi qui avais supporté sa colère. Mais qu'il ne m'en veut pas. Monsieur a couché ici cette nuit. Il ne dort pas. Il fait du feu toute la nuit. Il n'y aura pas de bois pour longtemps. Il est resté jusqu'à midi. Il est venu nettoyer le fourneau à gaz en faisant couler de la bougie dessus. Enfin, il a fait toutes sortes d'excentricités qui seraient trop longues à raconter. Deux semaines plus tard, le peintre est interné de force à Neuilly, avenue de Madrid, dans la clinique du docteur Semolen, afin de soigner son alcoolisme et, plus encore peut-être, se préserver lui-même. Son internement fait les choux gras de plusieurs journaux. Il restera enfermé près de 2 mois. Lorsqu'il sort, à moitié sevré, adouci en apparence mais rongé encore par la maladie et le manque, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il boit en cachette, renoue avec ses anciens camarades de débauche, nourrit sa paranoïa, peint encore et tente même de se tourner vers un style plus académique, marqué par les ombres et les modelés. Mais tout cela, ce n'est rien, rien d'autre que de la débandade. La fête est finie. La source tarie. Du grand Lautrec, il ne reste qu'un avorton décharné, encrouté, livide, qui ne fait plus illusion. Le serpent à tout prix. Après plusieurs crises de délire, des croûtes peintes à la pelle, de vaines tentatives de sevrage, le peintre aura tout juste la force de retourner à Malromé en automne 1901 pour venir, à 36 ans, mourir dans les bras de sa mère.
what I see. The background scenery wears off as you lively pray. I'm no illusion, no pains with the tears on my fingers. Your eyes like the ocean, and curves are the ways I remember. Untold, dancing young and free.